Bonjour à tous et bienvenue pour ce let's play sur Prehistoric Kingdom. Premier let's play de la chaîne, je sais pas si j'en ferai d'autres, on verra si ça vous plaît, si ça me plaît aussi. Voilà, moi c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors je suis pas spécialiste en jeux vidéo donc je vais vous le présenter de manière très brève. C'est un jeu de gestion de parc, un peu comme Jurassic World Evolution, hein. Donc vous faites un parc avec des animaux préhistoriques, qui a des dinosaures mais pas que, on va voir ça tout à l'heure. À la différence de Jurassic World Evolution, ce qui est intéressant, c'est que le jeu nous présente des animaux qui sont réalistes d'un point de vue biologique, c'est à jour par rapport aux découvertes scientifiques, etc. Donc c'est plutôt cool, je vais vous montrer ça juste après. Alors j'ai tout juste commencé à jouer, donc j'ai fait l'entrée du parc, mais j'ai pas fait d'enclos encore. Moi, ce que j'aurais aimé, voilà, c'est qu'on fasse les enclos ensemble et qu'on fasse des enclos réalistes d'un point de vue maintien d'animaux en captivité, comme des enclos d'animaux actuels dans des zoos, et aussi réalistes d'un point de vue d'un point de vue des environnements en fait qu'on va reconstituer. J'aimerais bien faire un truc qui correspond aux environnements passés. Et pour ça, regarder un petit peu dans la littérature scientifique, les articles qui ont été faits sur les formations, les endroits où ils ont été trouvés, et puis voilà, essayer de faire ça pour chaque animal. Et je vous propose qu'on fasse de l'animal le plus ancien jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien faire une visite du parc. On commence avec les trucs les plus anciens, donc c'est du Trias, et puis finir avec les animaux les plus récents, donc c'est des animaux de l'ère glaciaire. Alors, avant qu'on commence véritablement, bon, je vais vous faire rapidement un tour du propriétaire. Donc, bon, j'ai fait une entrée ici. En fait, on arrive par sous terre. On imagine, je sais pas, il y a des parkings souterrains, j'en sais rien, avec une petite plaza. Ici, on a les trucs pour la billetterie. Tac. Une allée centrale. Si vous avez faim, hop, un resto. Et pour vous donner envie, il y a même, hop là, un bras zéro. Tac, c'est pas mal ça. Pour manger une bonne pièce de viande. Ou mettre des épis de maïs si vous êtes vegan sinon. Ouais, du maïs, ça peut être pas mal. Tac. Alors on a la carte du menu à l'intérieur. Alors c'est un jeu qui se veut beaucoup plus... comment dire, on n'est pas sur, comme dans Jurassic World Evolution, où vous posez un bâtiment et basta. Là, vous pouvez vraiment rentrer à l'intérieur, puisqu'en fait, c'est un jeu qui est beaucoup plus comme le logiciel Google SketchUp. Google SketchUp, c'est un logiciel où vous pouvez faire des trucs en 3D et tout, vous pouvez construire des baraques, mettre des meubles, etc. Et le jeu est un peu calqué là-dessus. Donc vous pouvez choisir de poser des bâtiments en entier, mais vous pouvez choisir de mettre le moindre panneau, vous pouvez choisir de mettre enfin, peut-être pas la moindre brique, mais vous pouvez construire vos bâtiments de A à Z en fait. Donc c'est plutôt cool. Là, vous voyez, jusqu'au détail, on a la carte, on a les menus et tout, des burgers, c'est plutôt sympa. Voilà, une attention du détail. Alors là, pour le moment, il n'y a aucun visiteur. C'est normal, il n'y a pas de bestiole, donc ça attire pas le chaland, quoi. Bon, là, on a une boutique souvenir. Hop, avec un crâne d'oviraptoridé. Alors, je crois que c'est Gigantoraptor, sur le nom du magasin, c'est Gigantoshop, un truc comme ça. Hop, sortir du groupe. Le Gigantogift, voilà. Donc c'est inspiré de Gigantoraptor. Alors Gigantoraptor, c'est un oviraptor géant, pour ceux qui connaissent pas. Tac. On fait un petit tour rapidement dedans. Bon, le but, hein, c'est pas de vous montrer tous les bâtiments un par un, mais là, c'est juste pour vous mettre une mise en bouche. Donc, une boutique souvenir avec une petite statue d'Edmontosaure qui est bien sympa. Des bouquins. Alors, c'est cool, ils ont été jusqu'à mettre. Hop. Mince, attendez, on va essayer de zoomer. Ils ont été jusqu'à mettre une, euh, une couverture de livre. Prehistoric Kingdom, photo avec des photos du parc et tout, un peu comme bon, chaque parc a son livre dédié, genre à Vulcania, ils ont un truc sur l'histoire de Vulcania, etc. Bon, c'est pareil. Bon, là, ils vendent des fossiles. Ah, attends, c'est combien? 530. Je sais pas si c'est 530 dollars ou si c'est dollar qui est devant en flou et 30. Bon, donc, si c'est 30 dollars, les fossiles comme ça, c'est clairement des répliques, hein, parce que ça coûte pas ce prix-là. Hein, une ammonite comme ça, là, je sais pas, on doit être plus sur du 530 justement. Des griffes. Des photos, les petites casquettes, c'est sympa. Bon, une ammonite comme ça, là, vous pouvez taper sur un PEL, je pense. On doit être sur du 20, 30 000. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est réaliste. Là, on a quoi? On a des t-shirts, on a, c'est quoi ça? C'est des cerfs-volants, des masques, j'en sais rien, là.
Bon, en tout cas, voilà, c'est rigolo. Je trouve que c'est bien foutu. Il y a tout. Voilà, le souci du détail. Alors là, il y a de l'herbe. Parce que j'ai posé ma surface sur de l'herbe et bon, c'est encore un petit peu buggé. C'est un jeu qui est encore en cours de développement, hein, donc faut pas s'étonner. Mais là, si je fais ça, je fous du gravier en dessous, tac, hop, il n'y a plus d'herbe. Voilà. On trouve des astuces comme on peut, hein. Il y a des mugs, des petites statues là, elles sont sympas, j'aime bien. Des répliques de crânes. Alors on va voir si elles sont bien faites, tiens. Hmm. Bon, pour le T-Rex, ça m'a l'air bien. Les trous sont au bon endroit. Là, les yeux. La fosse à l'arrière du crâne. Est-ce qu'il y a la fosse sur le dessus? Hmm, ça a l'air, ouais, là. Fosse interorbitaire, les narines. Là, c'est pas mal. Pour le mammouth. Tiens, on va voir pour le mammouth. Hop, tac. Ah, ils ont mis les dents. Et ils ont mis la bonne dentition. Putain, ça c'est bien, regardez. Hop. Et ils ont vraiment été loin dans le détail. J'adore quand c'est comme ça. Donc vous voyez, les mammouths et les éléphants, hein, ils ont qu'une seule molaire à la fois. Et en fait, donc là on voit qu'ils ont fait une réplique d'un crâne d'un ancien, parce que normalement, donc il y a une dent qui est ici, puis les autres elles sont là. Au fur et à mesure que la dent est s'use, elle est poussée vers l'avant. Quand elle est trop usée, elle tombe. Et puis celle qui est au niveau de la joue, elle prend sa place. Et là on voit qu'au niveau de la joue, il n'y en a plus. Donc on voit que c'est un mammouth adulte qu'ils ont fait en miniature. Et alors, on va pousser le vis un peu. Bon, alors ils n'ont pas fait les lofts très très bien, mais c'est pas mal quand même. On voit que ça fait des lofts un peu. Donc les lofts, c'est les espèces de crêtes qu'il y a sur la dent en fait. Du mammouth. On voit que c'est des formes plutôt arrondies, en fait, c'est des ovales écrasés. Et ça, on retrouve ça aussi chez les éléphants d'Asie. Et en fait, les mammouths sont plus proches des éléphants d'Asie que des éléphants d'Afrique. Et ça, c'est un des éléments qui permet de faire un groupe. On met les éléphants d'Asie et les mammouths ensemble. C'est parce qu'ils ont des dents un peu pareilles. Bon, les mammouths laineux, ils ont beaucoup de lofts, de trucs ovales comme ça. Il y a d'autres espèces de mammouths qui en ont un peu moins. Plus vous en avez comme ça de lofts, et plus vous mangez des trucs abrasifs comme de l'herbe. Comme le mammouth laineux, il mangeait beaucoup d'herbe. Bon, ceci explique cela. Les éléphants d'Afrique, eux, ça fait pas des ovales, ça fait des losanges, en fait, sur la surface de la dent. De toute façon, je mettrai des photos au montage, hein, vous verrez bien. Bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, vous voyez, genre, on est juste dans la boutique souvenir, on n'a même pas commencé à faire le parc. Et il y a déjà des trucs intéressants à voir. Donc, je suis plutôt content. Alors, on dézoome un peu, on regarde qu'est-ce que j'ai foutu. Donc, j'ai fait une allée centrale. Je me suis tapé un kiff, j'ai fait un labyrinthe. Donc, avec avec des murets, hop. Et puis, j'ai mis du bambou, parce que les bambous, c'est facile à faire pousser. Ça pousse comme du chien dent, on peut en foutre partout. Bon, vous voyez, on imagine. Alors, attendez, faut que je me baisse un petit peu, je me mets à hauteur d'homme. Ça donnerait ça un peu comme ambiance, quoi. Une fois que vous êtes dedans. Tac. Ah, c'est pas facile à gérer la caméra, et puis j'y joue pas depuis assez longtemps pour que ça soit facile, mais vous voyez, bon, ça peut être plutôt sympa si ça existait en vrai. Tac, vous êtes dans un labyrinthe, comme ça, avec des bambous. Bon, j'en ressors, et en gros, quand vous arrivez à la fin, hop, vous... Tac. Voilà, vous arrivez, hop, avec la statue, comme ça, plutôt sympa. Hop. Et puis ensuite, bon bah, tac, on sort. Tac. Voilà. Donc j'ai fait un labyrinthe, histoire de... Là j'ai de la place, je sais pas, je ferai peut-être un petit parc, un petit square, un truc comme ça. J'ai fait une allée centrale avec des hexagones, parce que ceux qui me connaissent dans la vie savent que je suis un fan d'hexagones. Les hexagones et les LED, c'est ma passion. Donc voilà, j'ai foutu des hexagones ici, il y en a aussi sur le bâtiment qui est là, qui est un espèce de bâtiment de recherche un peu. Parce que oui, en fait, j'ai fait un coin un peu pour les employés, comme dans tous les zoos, vous savez, vous avez la partie dédiée aux visiteurs, puis vous avez la partie pour le personnel avec des enclos d'élevage, de quarantaine, de machin. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu comme ça. Donc là,
voyez, il y a des bureaux. Alors, il n'y a rien dedans, hein, ils n'ont pas fait les bureaux en vrai. Mais bon, le bâtiment est plutôt stylé quand même, on doit bien l'avouer. Ils ont poussé le détail assez loin, des trucs de sécurité et tout. Hop, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un enclos, hop, qui est ici. Ça peut servir, je sais pas moi, pour quand on vient de réceptionner des spécimens. J'en ai fait un autre ici. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire des petits enclos d'observation si on veut isoler un individu, s'il est malade ou blessé, etc. Ils ont ça souvent dans les zoos, donc hop, deux petits enclos ici. Alors on peut rentrer dedans, regardez, hop, tac, tac. Donc vous voyez, hop, il peut arriver ici, on peut leur mettre à manger. Là il y a des entretiens, enfin de l'équipement d'entretien pour les soigneurs. Et c'est pas mal. Bon, j'ai mis des éclairages. Vous voyez, on peut pousser le vis jusqu'à mettre des petites loupiottes là sur le sol. Donc c'est vraiment bien foutu. J'ai mis des chiottes pour les employés, hein, parce que c'est important. Quand on a une pause, si on veut aller poser sa pêche, alors rigolez pas, hein, je connais des endroits où il n'y a pas de chiottes pour le personnel. Donc, on va pas se plaindre. Un local technique là, voilà, avec les brouettes et tout le tintouin. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Et voilà, pour avoir un parc un peu propre, j'ai fait un champ de panneaux solaires. Bon, il sera peut-être amené à bouger, mais voilà, les panneaux solaires, avec les petites allées en béton, s'il y a besoin de faire de la maintenance sur les panneaux, etc. Puis la clôture du parc, j'ai fait un muret avec des bambous, donc comme ça, pour cacher un petit peu la misère. Voilà pour le parc pour le moment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu la première bestiole qu'on va faire. Alors juste avant, bon, vous voyez, j'ai fait une ébauche d'enclos, mais j'ai vraiment rien mis. C'était juste pour me donner une idée de où est-ce que je ferais partir les chemins en béton. Mais voilà, j'ai pas été plus loin que ça. On va faire tout le décor, la mise en valeur, etc. ensemble. Alors, hop, pour voir les bestioles, on va aller là-dessus, accéder au laboratoire de génétique, et nous y voilà. Donc voilà toutes les bestioles qu'on peut faire pour le moment, sachant qu'on est sur la version 1.1 du jeu, qui a des mises à jour assez régulièrement. Là, ils ont rajouté le Célophysis, le Dilophosaure et le Célidosaure. C'est les trois dernières bestioles qu'ils ont rajoutées. Donc vous voyez, on a plutôt pas mal. Chaque bestiole a des skins différents, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là vous voyez, à chaque fois là c'est le genre et l'espèce, donc pour celui-là c'est à chaque fois la même espèce, mais il y a des bestioles où c'est des espèces différentes. Par exemple, le Parasaurolophus, donc on a le Walkeri qui fait cette taille-là, avec le skin mâle et le skin femelle. Vous voyez, le mâle est un peu plus foncé, mais les autres, vous voyez, c'est une autre espèce. Alors là, c'est le Circocristatus qui a la collerette un peu plus, la crête pardon, un peu plus recourbée et courte. Et ils ont carrément fait un autre genre, c'est le Charonosaurus. Donc vous voyez, le mâle et la femelle. On retrouve ça aussi chez le T-Rex, où on a le T-Rex comme ça, et avec des plumes. Et on a aussi le Tarbosaurus. Voilà, ils ont fait un petit goitre là, moi j'aime beaucoup le pattern. Tac. Donc voilà, et après bah, quand on veut les construire, enfin les fabriquer, on clique, on choisit et on le met. Alors je vous ai dit que moi je voulais les faire par ordre chronologique. Moi j'aimerais bien qu'on commence au Trias, et puis au fur et à mesure qu'on se balade dans le parc, qu'on remonte le temps. Alors, bon, moi je connais l'âge des bestioles, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un filtre. On va mettre période, tac, et hop, ils sont triés en Trias, Jurassique, Crétacé et en Quaternaire. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le Célophysis pour commencer. Alors, le Célophysis, alors moi, c'est un dinosaure que j'aime bien. Alors, je suis pas ni un spécialiste ni un fan des dinosaures. J'ai pas de dinosaure préféré ou de bestiole préhistorique préférée. En vrai, enfin, moi, je les aime toutes. Donc, le Célophysis, donc c'est vraiment, je vais pas dire typique des premiers théropodes, mais voilà,
il a une bonne bouille de dinosaures du Trias. Alors il est pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir. Il est assez élancé. Bon, comme je disais, hein, il est plutôt réaliste. Les pattes sont bien faites. Il n'a pas les pattes en zombie comme les raptors, par exemple, dans Jurassic Park. Alors ils ont fait 3 patterns dans le jeu. Donc, alors c'est l'espèce Bori. On en reparlera peut-être après, mais donc il y a un genre et une espèce sûre, donc le Célophysys Bori, et après il y a d'autres espèces qui étaient attribuées à la base à d'autres genres, comme Saint-Tarsus, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai plus le nom d'espèce hein, pour Saint-Tarsus, mais c'est des genres qui ont été invalidés aujourd'hui, qui ne sont plus valides et qu'on met aussi dans Célophysys. Il y a même Gralator, qui est un ichnogenre, c'est-à-dire que c'est des empreintes de pas qu'on a attribuées à une bestiole qu'on appelait Gralator. Et il y a certains scientifiques qui pensent que Gralator, ça serait des Célophysys, alors peut-être pas Célophysys même, mais des proches parents. Alors on regarde rapidement les patterns, ça peut être sympa. Donc, alors celui-là déjà j'en fais le tour. Hop, comme ça vous voyez bien. Le hochement de la tête, il est vachement bien fait. Hop. Le nombre de doigts, regardez ça, c'est intéressant. Vous voyez, les théropodes primitifs, ils ont 1, 2, 3, 4 doigts. Vous voyez. Alors, donc ça, c'est le pattern mâle. Hop, le pattern femelle. Bon, c'est pareil. Pas de changement. Hop, ensuite, le pattern suivant. Alors, celui-là, c'est le pattern toast. Il est toasté. Comme Timmy. Le grand Tim qui s'est pris pour un toast. Si vous avez la ref. Ensuite, on a le limonite. Ah, celui-là, j'aime bien, il est pas mal. Alors, mâle, c'est celui-là. Femelle, c'est celui-là. Bon, pas de différence. Il y a des bestioles, ils ont fait des différences. Il y en a, ils en ont pas fait. Donc, vous voyez, hop, je fais le tour comme ça. Il est vachement sympa aussi. Alors, vous voyez que là, les deux premiers skins, bon, c'est des écailles. Hein. Ils n'ont pas fait de plumes, alors qu'on sait qu'ils pouvaient en avoir, puisqu'on a trouvé des ptérosaures avec des pycnofibres. Et il y en a un, il y a, comment il s'appelle c'est Tupandactylus, si je dis pas de conneries, qui, donc on l'a trouvé, c'est un ptérosaure avec des pycnofibres, donc des espèces de poils, du moins on savait pas trop ce que c'était. Et on l'a comparé, enfin, ceux qu'on a trouvé sur Tupandactylus, on les a comparés avec ce qu'on a trouvé chez les dinosaures. En fait, il s'avère que c'est la même structure. Donc ça veut dire que l'ancêtre commun des ptérosaures, des crocodiles et des dinosaures avait déjà cette structure. Donc ça veut dire que tous les dinosaures, techniquement, pouvaient les avoir. Ça ne veut pas dire qu'ils les avaient tous, mais ça veut dire que tous ils pouvaient en avoir. Et de ces espèces de plumes en forme de filament, au fil du temps, il y a des sortes qui sont apparues, qui se sont ramifiées, et ça a donné petit à petit les plumes qu'on connaît aujourd'hui chez les oiseaux, mais aussi chez certains dinosaures, comme les raptors par exemple. Alors le dernier skin, c'est celui-là. Alors lui, vous voyez, voilà, lui, ils ont fait une espèce de duvet. Ah, ça rend bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils n'en ont pas mis sur le bout du museau, mais autour de l'œil, comme ça. Alors, mâle et femelle, est-ce qu'il y a une différence? Non. Ah, plutôt... Ils n'ont pas mis au bout de la queue aussi. Alors ça, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu aux rats. Par exemple, les rats, ils n'ont pas de pelage sur la queue. Et il me semble que certains scientifiques pensent que c'est par rapport à la régulation thermique chez les rats. Donc ça pourrait être pareil chez ça, chez ces animaux-là. Ça pourrait permettre un peu de réguler la température. Si c'est très, si c'est riche en vaisseaux sanguins, voilà, le sang il passe ici et il peut se refroidir là où le corps il est plutôt isolé ici, justement par cette couche de plumes. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je peux pas zoomer plus sur l'animal. Non, je peux pas zoomer. Et puis en plus, là, le bout du museau, il bouge. Moi, ce que j'aime bien chez ces animaux-là, c'est que quand on regarde un crâne de Célophysys, sur le Dilophosaure, ça le fait aussi. Je mettrai au montage encore une fois. Il y a une espèce d'encoche qu'on appelle l'encoche prémaxillaire maxillaire. Parce qu'en fait, quand on regarde, donc au bout du museau, il y a l'os, le prémaxillaire, et puis après on a le maxillaire, et souvent c'est voilà, c'est pincé, il y a une encoche, donc c'est soit le pincement, soit l'encoche prémaxillaire maxillaire, et on retrouve ça chez les premiers dinosaures carnivores. Ensuite ça va être perdu chez la plupart, soit un peu, soit complètement, et chez certains dinosaures ça va réapparaître un petit peu, par exemple les spinosaures ils ont une espèce d'encoche comme ça un petit peu.
Bon, c'est moins marqué. Mais ça, c'est voilà, une forme que j'aime bien chez ces animaux-là. Et là, on peut pas voir, ils ont mis la chair par-dessus. Puis comme l'animal il bouge et que je peux pas zoomer. Bon. Donc voilà pour le Célophysis. Alors, où est-ce qu'il a été trouvé? C'est un animal qui a été trouvé aux États-Unis, dans une formation qui s'appelle la Shinley Formation, si je dis pas de bêtises. Et un bon moyen de le voir, c'est qu'on a accès à une carte. Parce que là, ah oui, alors je l'ai pas spécifié, mais je suis en mode bac à sable. Mais on peut, donc j'ai tout en fait. Mais si on joue en normal, il faut qu'on aille chercher les fossiles, qu'on fasse de l'excavation, etc. Donc si je vais sur le menu excavation, la Shinley Formation doit être quelque part par ici. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Voilà. Donc vous voyez la Shinley Formation. Donc c'est là qu'on trouve le Célophysis. Donc c'est... alors Texas c'est par là. Je crois que c'est Nouveau-Mexique par ici si je dis pas de conneries. De toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir du jeu un petit peu. Et on va aller chercher des informations sur cette Shinley Formation. On va essayer de voir le paléo-environnement de l'époque. Et puis, et en fonction de ce qu'on va trouver, on va essayer de reconstituer quelque chose qui ressemble, que ce soit au niveau des roches, au niveau des plantes qu'on y trouve, etc. Alors, hop, on sort. Alors, qu'est-ce que nous dit Wikipédia sur la formation de Shinley? Donc, que c'est aux États-Unis, qu'on est sur du Trias. Alors là, c'est le français, on va regarder vite fait, on va passer sur le Wikipédia anglais après. Donc une formation géologique du Trias supérieur, Nevada et Utah, nord de l'Arizona, Nouveau-Mexique, vous voyez, tac. Comme un synonyme du groupe d'Okum, l'est du Colorado, ok. Bon, et ben, alors lithologie principale, mudstone fluvio, siltstone et grès. Bon déjà, rien qu'avec ça, on peut dire 2-3 trucs. Pas de calcaire, donc déjà on n'est pas sur un lac ou sur un domaine marin, on est plutôt à l'intérieur des terres, on le voit parce qu'on a du mudstone, donc mud c'est la boue, donc c'est des roches qui sont faites à base de boue, fluvio, siltstone et grès, donc voilà, donc là on est sur un bord de fleuve je dirais, ou une zone facilement inondable, une plaine d'inondation, où voilà, les animaux seraient morts, et puis avec des crues, par exemple, hop, ça aurait été enseveli. Donc grès, c'est quand c'est des grains de sable qui sont agglomérés pour faire une roche. Siltstone, ou une siltite, c'est quand c'est du silt, donc c'est un grain un peu plus petit. Et mudstone, c'est quand c'est des roches qui sont faites à base d'argile qui sont compactées. Bon, on va aller voir un peu sur la page anglaise. Ok, bon, c'est déjà un peu mieux. Donc, on voit qu'on est sur la fin du Trias. Tac. Shinley. Section. History of Investigation. Donc, vous voyez déjà, voilà, on est à l'intérieur des terres un petit peu. Bon, là, c'est les contours actuels, donc en vrai, ça veut rien dire. Ok. Donc on voit que c'est une formation géologique qui est divisée en des formations un peu plus petites qu'on a ici. Alors je sais pas si je crois que c'est dans la Petrified Forest Member qui a été trouvé le Célophysis. Et j'y pense, mais c'est dans la forêt pétrifiée aussi qu'avait bossé Voltaire. De l'interview, mon pote brésilien qui avait fait sa thèse ou son postdoc, il bosse sur les étosaures, les limites, Permotrias, etc. Et il a bossé à la forêt pétrifiée. Voilà. Donc ça fait un lien. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien. Bon, c'est celle qui est sortie avant, tout simplement. Alors, tac, qu'est-ce qu'on voit? Rien qu'aux couleurs, on voit que c'est très très oxydé. C'est marrant ça. Pas mal de fer, plus en domaine continental qu'on va trouver des sédiments avec du fer. Mais voilà, en domaine marin, c'est pas impossible. Bon là, c'est une forêt pétrifiée, donc domaine marin très probablement. Qu'est-ce que je dis? Domaine continental. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Donc ça, vous voyez, c'est intéressant. On peut essayer de faire un sol un peu avec du sable ferreux, des rochers un peu ferreux comme ça.
Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Chronologie tétrapode, tiens. Alors, est-ce qu'il y a le Célophysis là-dedans? Non. Ah, alors ça c'est... Ah, ok. Donc ça c'est des bestioles qu'on retrouve que à des périodes données. Et du coup, le Célophysis, on le retrouve on le retrouve en fait techniquement jusqu'au tout début du Jurassique. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là-dedans. Bon, ça c'est les datations. Bon, on a appris 2-3 trucs quand même. Continental, il y a du sable, des argiles, etc. Et voilà, plutôt riche en fer. Intéressant. Alors, bon, on va aller voir sur Google Scholar. Tiens, on va voir s'il n'y aurait pas un article un peu récent sur cette formation. Alors, on va mettre, tiens, on va mettre environment, on va mettre en anglais. Shinley Formation. Tac. Alors, c'est pas mal ça. 2018. Bon, il est en violet. En vrai, je triche parce que je l'ai déjà. Alors, je l'ai pas lu, mais j'ai fait des recherches un petit peu au préalable, juste pour ce premier épisode. Tac. C'est parti, mon kiki. Alors, il y a qui là-dedans? Est-ce qu'il y en a que je connais? Non, c'est pas des chercheurs que je connais. Donc, la végétation au Norient. Le Norien, en fait, c'est une partie du Trias. Et en gros, ses relations avec les changements environnementaux, des nouvelles données de la formation de Chinley au parc national de la forêt pétrifiée. Ok. Alors, il fait combien de pages? 21. Est-ce qu'on va tout lire? Non. Alors, par contre, voilà, figure intéressante. Alors, ça, c'est la carte du monde au Trias supérieur. Et le spot où on est, où le Célophysis vient, est ici à cette époque-là. Donc, on voit qu'on n'est pas très loin de la mer. Mais bon, il doit y avoir quand même quelques centaines de kilomètres, hein, on va pas se mentir. On est plutôt à l'intérieur des terres. Le Chinley bassin, il est là. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, l'océan ici, c'est l'océan Pantalassa, qui est là. Là, il y a la mer Thétis. Ça, c'est la partie plutôt Gondwana. Et puis le dessus, c'est la partie plutôt l'Eurasia. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une chaîne de montagnes qui sépare un espèce de bassin, un peu ici, de la mer. Alors pourquoi on a une chaîne de montagnes ici? Alors en fait, cette chaîne de montagnes, elle descend comme ça tout le long du bout ici de l'Eurasia. Elle se prolonge ici, hop, donc ici il faut imaginer qu'il y a l'Amérique du Sud, donc elle se plonge là, la pointe de l'Afrique qui est là, l'Antarctique, et ça remonte Australie et Nouvelle-Zélande. En fait, il y avait vraiment une chaîne de montagnes qui bordait tout le littoral. Et en fait, cette chaîne de montagnes, elle est là parce que la plaque tectonique qui est sous l'océan ici, alors en fait, il y en a même plusieurs, et passe en dessous les plaques tectoniques qui sont ici. En passant ici, et font bomber la croûte, et du coup, ça fait une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes qui est ici, c'est ce qui s'appelle la chaîne des Gondwanides. Alors j'ai téléchargé une carte au préalable, je vais vous montrer. Ok, donc notre site à Célophysis, il est quelque part par ici, là où il y a le curseur. On peut pas mettre en plus grand? Si, voilà. Donc il est par ici, et là on voit que chaîne de montagne ici. Alors c'est pas les Andes ici, là, on pourrait y penser, mais c'est pas les Andes encore. C'est ce que j'ai dit qui s'appelait les Gondwanides, qui fait ça, là. Bon, la carte de l'article est un petit peu plus ancienne, les continents sont un peu plus collés, là c'est déjà en train de s'écarter. La plaque pacifique, elle est ici, c'est ce qui est en bleu, là. Et en fait, en grandissant, elle va pousser les plaques qui sont autour. Donc la plaque Farallon, qui est là, la plaque Phoenix, ici, et la plaque Izanagi. La plaque Izanagi, elle n'existe plus du tout. Aujourd'hui, elle est complètement passée en dessous l'Asie. La plaque Farallon, elle a été poussée contre l'Amérique du Nord, principalement, et il en reste un tout petit bout qui s'appelle la plaine Juan de Fuca, qui est voilà, au nord de l'Amérique du Nord. Et
la plaque Phoenix, elle a été poussée. Alors il en reste quelques bouts à la pointe sud, là où il y a la Patagonie et puis le détroit de Gibraltar, principalement. Mais voilà, il y a quasiment plus rien de la plaque Phoenix. En fait, c'est la plaque Pacifique, pardon, qui en grandissant, hop, les a toutes poussées. Et en les poussant, ces plaques, et du coup, elles se sont enfoncées dans l'intérieur de la Terre, entre guillemets, et en s'enfonçant, elles ont fait bomber, et elles ont fait une chaîne de montagnes. Ici, du coup, voilà, les Gondwanides. Je reviens sur l'article. Cette chaîne de montagnes, avec la pluie, le vent et tout, elle s'érode. Donc, les grains obtenus par l'érosion, le sable, les argiles et tout, ils vont s'enfoncer, tac, dans la cuvette, et ils vont faire les sédiments qu'on retrouve, donc les siltes, donc c'est du limon, les argiles et les sables qu'on a vu un petit peu avant. Ces sédiments qui sont oranges, qui sont riches en fer, en fait. Donc maintenant on sait d'où vient le sable dans lequel on a retrouvé les fossiles de Célophysis. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans l'article? Un Orient. Tac. Bon, il n'y a pas besoin de tout lire. On va essayer par mots-clés, tiens. Tac. Ok, il y a le mot 60 fois. Ah, là c'est pas mal. Une vallée avec des sédiments fluviaux, donc une vallée avec un fleuve qui dépose du sable, des argiles, et le développement d'une floodplain, donc merde, comment on dit en français? Une plaine d'inondation. Alors une plaine d'inondation, hop, ça ressemble à quoi? Ok, bon là vous avez un exemple. Ah, celle-là est pas mal. Bon, typiquement, le cours d'eau, il passe. Il y a des zones émergées, mais suffit qu'il pleuve un peu. Suffit qu'il y ait une fonte de glacier, machin, et hop, toute cette zone, elle est inondée. C'est une plaine d'inondation. Vous avez plein d'argile, plein de sable. Autant dire qu'un animal qui meurt ici, il a beaucoup, beaucoup de chances de se retrouver fossilisé, quoi. Toutes les conditions se réunissent. Ensevelissement rapide, avec des grains qui sont plus ou moins fins. Ok, c'est pas mal. Ah, des horizons rouges ici. Alors, horizon, c'est des couches de roche. Ok. Ah, dans la figure, peut-être des trucs. Lake, fluvial floodplain. Bon, c'est un peu toujours pareil. Par moment, c'est un lac. Mais souvent, c'est des fleuves avec des bras, une plaine d'inondations. Ok. Ah, durant le climat, donc changement climatique durant le Norien, alors on passe du fluvio-alluvial à de l'éolien. Alors, bon, la transition elle n'est pas totale, je pense, mais voilà, on a de l'apport par le vent en fait. Voilà, tout simplement le vent qui va déchiqueter la roche. Et voilà, on a du sable qui arrive aussi par le vent, ou de la poussière aussi. Tout comme ça nous arrive en France des fois quand il y a des grosses masses d'air qui viennent par exemple du Sahara, et des fois le ciel est un peu orangé. C'est pareil. Ah, c'est beaucoup plus rare par chez nous. Mais ok. Ah, ils ont trouvé de l'amphibien, ça c'est intéressant. Hmm. Je vois rapidement qu'on parle de xérophytes, donc des plantes qui aiment bien un peu quand c'est milieu un peu aride et pas forcément sympa. On n'est pas sur un truc équatorial là, clairement.
Alors, on va lire la conclusion quand même. Une étude palynologique. Donc là, voilà, grosso modo, ils ont étudié les pollens pour faire les populations de plantes dans cette formation. Ok, nous revoilà dans le jeu. Alors, il fait nuit. Hop. Donc, notre premier enclos, il est là. Alors, j'ai juste fait une lodge pour, voilà, pour s'il y a besoin de s'occuper des animaux, etc. Il y a un spot de nourriture à l'intérieur, mais on en mettra un à l'extérieur quand même. Pour pouvoir les voir manger. Alors déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toute cette herbe, parce que les herbes apparaissent bien plus tard. Les herbes, c'est des plantes à fleurs, et les plantes à fleurs, elles apparaissent au Crétacé, même si je crois qu'il y a peut-être des doutes pour fin du Jurassique. Mais en tout cas, au Trias, il n'y a pas de plantes à fleurs, donc il n'y a pas d'herbe, donc on dégage tout ça. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre du substrat dans un premier temps. Tac. Hop, avec un peu plus d'intensité. On va se mettre en mode désertique. On va mettre pierre comme ça. Tac. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc tropical, marécage, brousse? Ah! Donc là, si on se met sur le biome brousse, on peut mettre un sol un peu argileux, c'est pas mal. On va essayer ça. Tac. Bon, par contre, on n'est pas sur la teinte. On n'est pas sur la teinte. Mince. Rouge. Mais on va voir. On va peut-être trouver une astuce. Alors, par contre, là, il y a du gazon. Ça me plaît pas trop. Je peux pas le retirer, là, le gazon qui est là. Ensuite, ce qu'on va faire, alors c'est un environnement, donc c'est une plaine d'inondation, donc c'est plutôt plat. Donc on va pas faire des collines, des buttes énormes. On va mettre un peu de rochers quand même, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est un environnement plutôt plat. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va mettre des rochers. Alors, on va peut-être pas les mettre trop près, hop, des balustrades parce que, faudrait pas qu'ils sautent et qu'ils puissent se barrer. Bon, encore une fois, on joue en mode bac à sable, mais le but c'est de faire un truc réaliste. Donc, aussi moyen de mettre des rochers, mais en mode c'est des abris. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va essayer d'en mettre un. Non, pas comme ça, c'est trop gros. J'aurais bien aimé mettre un rocher dans le mur. Il y a pas mal de zoos qui font ça, c'est pour camoufler un peu juste les murs en béton. Et puis en plus, ça fait un abri pour... Bon, il y a déjà un abri ici, mais pour si il pleut. Ah, c'est des petits animaux, ouais, je vois bien. Un truc comme ça. En plus, c'est fermé de ce côté-là, donc... Par contre, ils peuvent grimper. C'est un peu ça qui est chiant. Ça, supprimer. Ah putain, ça m'a retiré tous les rochers. Merde. Bon, c'est pas grave. On va les remettre. Tac. Alors, celui-là, on va l'enfoncer un peu. Parce que là, on voit que par rapport au niveau du sol, c'est pas top top. Tac. Ça n'en fait qu'à sa tête.
Tac. Laissez un petit coin ici, comme ça, voilà, parce que si les animaux veulent un peu de quiétude. Tac. Bon, on met des rochers. Un petit peu, mais pas trop non plus. Bon, on va pas faire des montagnes, mais on va quand même créer un peu de relief. Je ferais bien un bras de cours d'eau asséché, comme on a vu dans les plaines un peu d'inondation. Alors, hop, on passe en outil de terraformation. Tac, on veut pas une intensité de malade. On va creuser comme ça, et puis ce que je propose c'est voilà, de faire un bras asséché, sauf à un endroit où on va mettre un peu d'eau. Alors, ça donne quoi? Ça donne que c'est pas trop mal. Alors, peut-être pas trop pentu, parce qu'on imagine que s'il faut que les gars, quand ils viennent soigner une bestiole... Ah, ça peut être pas mal, ça. On creuse. Comme ça, le bras, hop, il fait le tour de la rambarde. Et non seulement comme ça fait plus haut pour les bestioles, pour pas qu'ils sautent, et puis en plus, ça fait vraiment... hop, ça a creusé autour des rochers, quoi. Ok. Ouais, on va faire ça. On va faire que ça a creusé un peu autour des rochers. Hop, donc on imagine comme ça que l'eau percole ici. Ok. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre un peu d'eau. Alors, on a le choix entre de l'eau calme, de l'eau agitée ou de l'eau boueuse. Bon, en vrai, on a vu qu'il y avait du limon, des argiles, donc l'eau serait plutôt boueuse. On n'est pas sur une eau claire, un lac profond et tout, ça décante. On est plus sur de l'eau un peu boueuse. Bah, je la mettrais bien ici, tiens. Hop. Ah ouais. Ok, je pensais pas que ça ferait un truc aussi gros, donc on va rattraper un peu les conneries. Ok. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Bon, à part pour le rocher là, qui s'est envolé. Alors, on va le remettre au sol. Je maîtrise pas encore toutes les dynamiques du gameplay, hein, donc ça se trouve, je me fais un peu chier pour certains trucs. Et en fait, c'est facile, mais bon, c'est pas grave. Ok, on est pas mal. Bon, par contre, je voulais mettre des couleurs, sauf que il fait nuit et je ne sais pas s'il y a des commandes pour faire en sorte qu'il ne fasse plus nuit, à savoir qu'il fasse jour. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va avancer en avance rapide jusqu'à ce qu'il fasse jour. Ah, mais que vois-je? On peut retirer le cycle jour-nuit. Hop, la météo, ça dégage. On va mettre beau. Et on va mettre qui fait... Voilà, Yébili. Parfait. Et putain, comme ça on peut bloquer le jeu. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Bah, je découvre des trucs en même temps que je joue avec vous. Donc, une petite mare là. Alors, c'est un peu abrupt quand même. On va remettre un petit peu de relief ici. Parce que le but c'est quand même de voir les bestioles. Tac, voilà. On a un point d'eau, pas beaucoup. Alors on va voir après, il faudra qu'on mette des baies vitrées pour voir ce que ça donne. Bon, on remet un petit peu. Tac. Ok. Ok, c'est pas mal. On est pas mal. Ah oui, on a dit qu'il fallait qu'on mette un truc pour qu'il mange. Bah, je propose qu'on le foute quelque part par ici. Tac. Un mangeoire.
c'est ça. Tac. On va le mettre là. Comme ça, les gens ils pourront venir voir. Par contre, du coup, il va falloir que je corrige un peu le relief. Tac. Hop. Et on va pas le faire léviter. On va remonter. Intensité doucement. Ok. Bon. C'est pas exactement ce que je voulais. Ok. Bon, c'est pas grave, hein, on va dire que les bestioles ils foutent un peu de terre dedans, on s'en fout. Bon, le Céophysis, qu'est-ce qu'il bouffe le Céophysis? Il mange pas des plantes. Il est carnivore, donc on va lui mettre de la viande. Comment on fait déjà? Eh ben, c'est une bonne question. Voilà. Et on met de la viande. Ok. Bon. On est pas mal, sauf que niveau couleur et tout, ça me plaît pas trop. On a vu que c'était des roches plutôt oxydées, donc ça serait bien de mettre des trucs un peu dans les teintes rougeâtres. Alors pour le substrat déjà, ça c'est quand on est dans le biome brousse, mais le biome désert nous permet d'avoir du sable orange et encore plus orange. Hop, donc ce qu'on va faire, on va mettre une intensité plutôt faible, et je propose d'en mettre un peu par endroit. Je me tâte. Est-ce que ça serait pas mieux un truc comme ça? Avec du sable un peu par-dessus. On va essayer quelque chose. Ah, c'est pas mal là. Là, en vrai, je suis plutôt content du résultat. Alors, plus qu'à changer la couleur des rochers. Je sais pas pourquoi ils les ont mis en groupe ceux-là. Bon, c'est pas grave. Hop, on va changer la couleur. Alors, on va pas mettre un rocher rouge vif. On va partir de ça. Je vois bien un peu comme les roches rouges australiennes, vous voyez. C'est un peu, bon, c'est un peu, ça fait très désertique, mais de toute façon, voilà, la roche, elle est. Bon, alors là, les rochers techniquement, c'est pas le sable qui vient de la chaîne de montagne, c'est ce qui est censé être en place. Mais bon, faire un truc un peu dans le thème quand même. Donc, et puis, de toute façon, une partie du sable qui est là, c'est l'érosion des rochers qui est là. Tout le sable ne vient pas que des montagnes. Puis on est dans les terres et tout. C'est pas choquant, quoi. Alors, on va partir sur une teinte un peu ocre, comme ça, c'est pas mal. J'aimerais bien peut-être juste un peu plus orange. Ah, c'est un petit peu trop orange. Un petit peu trop plus rouge. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout. On va copier le code couleur. Et on va l'appliquer aux autres. Tac. Tac. Et normalement, lui aussi, on doit pouvoir. Yes! Bon, on est pas mal. Ah, il y a un buisson là. On peut pas le dégager? Si. Si qu'on peut le dégager. Tac. Parfait. Attention parce que là il y a du bois mort.
Alors, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de plantes à fleurs, donc il n'y avait pas certains arbres, mais il y avait des conifères quand même. On peut dire que c'est du conifère. Allez, on peut le laisser. C'est pas trop. Bon, c'est pas trop mal. Donc voilà, la roche, alors, elle est très tape à l'œil quand même, mais après, voilà, il y a des endroits dans le monde où la roche, elle est vraiment criarde comme ça. Est-ce que sinon, est-ce que ah, ouais, on est mieux comme ça. C'est moins criard. Vas-y. Allez, on part là-dessus. Tac. Ok. On est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'éléments de décor, du bois mort, voilà. Et on finira par mettre des plantes. Alors, du bois mort. Il y a les rochers, peut-être du bois après. Oui, quel génie. Alors hop, on va mettre du bois un peu. Tac. On va mettre un arbre mort. On va essayer de cacher un peu le bâtiment. Parce que bon. Ah, on pourrait foutre un rocher là, éventuellement. On pourrait foutre un rocher. Celui-là, il est un peu gros. Celui-là, il est un peu gros. Par contre, celui-là, ça passe. Ça passe nickel. Hop. Tac. Ça. Je sais pas pourquoi il fait des groupes de trucs là. Bref. Alors, hop. On peut foutre d'arbres proches parce que bon, s'ils sont assez agiles, on pourrait se dire que ils passent par-dessus la clôture, quoi. Je prends le truc trop à cœur. Tac, alors on va mettre un là. On va foutre un tronc. Ah, on pourrait faire une espèce de pont là. Ah, attendez, on va essayer de faire un truc. Tac. C'est peut-être possible de faire un espèce de pont. Voilà. Comme ça fait un pont. Ils peuvent aller sur le rocher. Ça fait un promontoire et tout. Ok. Bon, c'est pas mal. Je vais remettre une branche ou deux. Et puis, ça ira bien, quoi. Là, il n'y a rien de ce côté-là. On va essayer de rendre le truc un peu plus sexy, quoi. Ok, let's go. Tac. Là, on est bien. Ils ont un petit truc pour se planquer. Ok, plus qu'à mettre des plantes. Alors à cette époque-là déjà, plantes à fleurs, on oublie. Donc pas d'arbre qui fait des fruits et des fleurs. Pas d'herbe. Mais à cette époque-là, il y a déjà des conifères. Donc s'il y a des conifères dans le jeu, alors il va pas y avoir les espèces de l'époque, bien évidemment. Mais bon, on va pas faire les difficiles. S'il y a des pins, on va foutre des pins, quoi, si on va mettre des conifères. Pareil pour les fougères, il n'y a pas les fougères de l'époque. On fait un actualisme un peu bizarre, mais vous avez compris l'idée. Ok, alors, on est de nouveau dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'article? Bon, on va faire un peu un mash-up de ça. Donc, il y a de l'araucaria.
Donc c'est des espèces, c'est pas vraiment, c'est pas des vrais pins, mais c'est cousins des pins. On a des cycas, cicadophytes, on a des fougères. Alors cythes-fernes, c'est des fougères à graines, c'est des fougères qui existent plus aujourd'hui. Il y a des fougères tout court, fernes tout court. Horsetail, je sais pas ce que c'est. Ah, des prêles. Ok, il y a des prêles. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, il y a des prêles. Alors, donc, je résume. On a des conifères de type pin, grosso modo. On a des prêles. On a des cycas. Je sais pas s'il y a des cycas dans le jeu, je suis pas sûr. Tac. Cupré. Alors, cuprésacées, je crois que c'est des cèdres et tout ça. Attends. Cupressus, cyprès. Bon, c'est encore une fois, c'est des conifères. C'est pas loin des pins, quoi. C'est ça, c'est des pinales. Ok. Bon, donc moi je mettrais bien un pin ou deux, quelques fougères, un cycas si j'en trouve, mais pas en mettre beaucoup, c'est une plaine d'inondation, c'est pas fait pour être ultra boisé, donc j'en mettrai quelques-unes, mais pas trop quand même. Bon, on va se concentrer principalement... Ah, il y a des ginkgos aussi, mais je suis pas sûr qu'il y ait des ginkgos dans le jeu, mais hop, on va quand même en mettre un, peut-être, voilà. Ok, donc on va se concentrer sur mettre un pain ou deux, des prelsia, cycas, et puis de la fougère, quoi. Donc on va là-dedans. Alors, plante désertique, il met quoi? Des palmiers, c'est mort. Ça, c'est une plante à feuilles, c'est mort. Ça aussi, les cactus, il n'y en avait pas à l'époque. Paume de l'éventail, ça c'est du palmier. Oreille d'éléphant, c'est pas bon. Cocotier, c'est pas bon. Ah, marécage. De la rhum, c'est pas bon. Des quenouilles, c'est pas bon. Bon, là, on a du cyprès. C'est pas mal, puisque il y avait des trucs de la famille des cyprès. Donc, je propose qu'on en mette un. On foutu là. Où est-ce qu'on va le mettre? Pas trop près du bord. Merde, j'en ai mis un peu beaucoup. Hop, juste en mettre un. Tiens, on va le mettre à la place de cet arbre mort. Qu'on va foutre ailleurs. C'est rien. Foutre là. Oh, bon sang. Tac, on le déplace. On le met là. Et on va mettre, hop, un cyprès là. J'aurais pas pu le mettre là où j'ai cliqué. Hop, voilà. Ça, c'est les racines qui retiennent un peu le sol. Et c'est pour ça que ça fait un monticule comme ça et que c'est érodé autour. Je pousse la logique beaucoup trop loin. C'est pas grave. Hop. Tac. Alors bon, dans le jeu, c'est un cyprès de milieu humide. Bon, là, on va dire que c'est un cyprès désertique. Est-ce que j'en mettrai pas un deuxième quand même? Tac. Hop. Ça fait de l'ombre et tout comme ça. Bon, c'est pas mal. Ok. Et ça commence à prendre forme là. On peut retirer la paille là-dedans. Ouais. On va laisser un peu. Oh non, je retire. Voilà, parfait. On est bon. Maintenant, quelques fougères.
Ça c'est quoi? Pleine d'inondations. Ensuite, on va mettre des fougères. Alors les fougères, aujourd'hui, t'en as des tonnes de sortes. Il y en a qui poussent sur des espaces plats, genre les fougères aigles en forêt. Mais il y a les petites fougères aussi, par exemple, qui aiment bien pousser dans les infractuosités. Donc je propose d'en mettre un peu pour les deux. Voilà, des bambous, c'est mort. De l'orme, c'est mort. Du trèfle, pareil, il n'y en avait pas à l'époque. Cotier, séquoia, des pins, ça peut être pas mal. Ah, alors fougère épée, des fougères arborescentes, ça c'est bien, et fougères aigle, nickel. Alors je propose de mettre des fougères arborescentes d'abord, un peu. Je vais pas trop boiser. Oh, t'es sérieux, tu fous dans le rocher quoi. Je veux pas trop boiser non plus. C'est une plaine d'inondation, on a dit. S'il y a des crues, les plantes elles vont pas s'installer trop si c'est pour s'en prendre plein la tronche. Euh, J'aime bien ces fougères là. Alors je vais pas mettre 15 000 espèces de plantes. Je pense que je vais me restreindre un peu. Tac, tac. On va mettre là. Histoire que ça camoufle un peu le bâtiment. Sans qu'il puisse pour autant voilà, grimper dessus. Hop. Tac. Faire une petite zone un petit peu plus boisée que le reste quand même. On va dire que c'est le bord de la plaine d'inondation quoi. Et ça commence à être pas mal vu du ciel. On imagine qu'il y a le cours d'eau qui est là mais qui est asséché. Voilà, avec les zones plus humides un peu ici. Oh, on peut peut-être mettre une autre variété de fougères vite fait. On en met une. Là, tac. Ok. Et ben, je suis plutôt content du résultat. J'espère que vous aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu en valeur cet enclos pour qu'il soit pratique pour les visiteurs et tout. Et puis ensuite, on va mettre les bestioles, dedans. Alors, bon, déjà là, il n'y a pas moyen de voir. Donc, il faut qu'on mette des murs avec des baies vitrées. Alors, il y a plusieurs sortes. Il y a ça. Alors, si on essaye... Alors, c'est un petit peu haut, mais en vrai, je me dis qu'il y a une vue assez sympa. Comme ça, on voit assez bien. Ouais. Je suis plutôt content. Je vais essayer de me mettre à hauteur d'homme, tiens. Ouais, donc là on est comme ça. Plutôt comme ça, hauteur d'homme, ouais. Ok. Bon, on a une bonne vue, là ça fait une dépression quand ils sont dedans, voilà, ils peuvent venir sur le bord aussi. Non, c'est plutôt pas mal. Là, les murs qui sont là, on peut pas les changer de couleur pour que ça soit raccord avec ça. Je sais pas. De toute façon, il y a quoi d'autre en mur sinon? Après, c'est des petits animaux, donc ils vont pas tout défoncer. Pour des plus gros, je mettrai du béton plein. Enfin, bon, là, ça va. Ok. Bon, je pense que je vais partir là-dessus. Mettre des jumelles, ça vaut pas trop le coup. Par contre, là, voilà, à côté, j'ai mis une infrastructure où on peut venir voir de là-haut. Et je pense que quand on se met là-haut, on devrait avoir une vue pas trop mal.
Ouais. Ouais, c'est sympa là. C'est comme ça. Tac. T'as une vue là, là. Non, c'est bien. Ok, on est bon. On est bon. Donc, bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire les bébêtes. Alors, les Solophysis, bah justement, le spot là, dans la Shinley Formation, il y a un spot où ils ont trouvé des centaines, ce qui a amené les scientifiques à penser qu'ils vivaient en groupe. Donc, on va pas en faire un tout seul, on va en faire plusieurs. Alors, il faut qu'on choisisse un petit peu le visuel. Alors, on a l'aspect comme ça. Alors, il est pas mal, il est pas mal. Après, je me dis que voilà, dans un milieu qui est un peu pas forcément aride, mais du moins si, mais une partie de l'année, un peu saisonnier, est-ce que la sélection favoriserait? Je me dis pourquoi pas. Après, moi, j'aime bien cela. Hmm. Moi, je partirais plus sur cela, sur un des deux. Et comme ils n'ont pas fait de pattern différent pour les mâles et les femelles, ce que je ferais, c'est que je ferais bien genre ce pattern-là pour la femelle, et ce pattern-là pour le mâle, comme ça. Voilà, j'aurais pu faire l'inverse en vrai, hein, mais voilà, celui-là je l'aime bien, pour que ça soit un mâle, et celui-là plus pour une femelle. Et celui-là, eh ben, on peut le garder pour autre chose. J'ai réfléchi à 2-3 trucs déjà. On verra plus tard. Alors, on va faire un groupe d'une dizaine d'individus, je pense c'est pas mal. Je pense faire ouais, 4 mâles. 4 mâles et 6 femelles. Ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. 4 mâles. 5 ou 4. Allez, on va en faire 5. 5 et 6. Ouais. Hop, 5. Hop, c'est parti. Et pour les femelles. Hop. Donc on va laisser, voilà, c'est en train de se faire. Parfait. Bon bah on arrive au bout là. On va les relâcher et puis ce que je propose c'est que voilà on profite un peu en les regardant. Je ferai des plans de coupe. Allez c'est parti. Tac, on sélectionne tout. Chaque fois ils ont un nom. Hop, alors, on va retirer le. Voilà. Voilà. Coelophysis Ah, is on a without Nigel. a doubt the most iconic dinosaur of the Triassic period. Just like how many Hollywood icons have left their handprints behind in concrete at the famous Chinese theatre, many fossilized footprints known as Grelata have been attributed to Coelophysis. It must have been quite a celebrity back in the day. Bon, alors c'est pas sûr hein, pour Gralator. On va pas se mentir. Ok, on va faire comme ça, on va profiter un petit peu. Bon, ils sont beaux quand même, hein. Les animations sont sympas. Hop, il s'est barré. Tac. Tu fais quoi toi dans le mur là? Oh Gadjo, viens là. Voilà. Ouais, non. Tac. Ok,
donc là on a un mâle, qui s'appelle Elan. La démarche est bien, les proportions, tout est nickel, hein, franchement. Tout est vraiment nickel. Visuellement, ouais, je suis bluffé, quoi. On en suit un autre un petit peu. Ah, celui-là, il est à l'ombre. Ok. Tape un sprint. Ah, regardez. On voit un petit peu... Oula, c'est pas stable. On voit un peu à l'avant du museau le pincement que je vous disais entre le prémaxillaire qui est tout au bout et le maxillaire. Ah, c'est joli. Oh là là. Ah, il semblerait qu'on ait un visiteur. Alors ce que je propose, c'est de mettre un panneau informatif. Qu'est-ce qu'il fout? Tu vas où? Comment t'es monté? Viens là, toi. Ok. Bon, je sens que je vais falloir que je recours après quand même. Je sais pas si c'est qui est passé. Voilà, faudra que je surveille. Bon, je propose de mettre un panneau informatif, tac, et puis après on devrait être bon. Alors, comment on va faire? Voilà, on y est. Alors on a un truc un peu style Jurassic Park. Ouais, ça je suis pas fan, il faut que les gens ils se collent dessus. Ça ou ça? Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On va le mettre là, comme ça ça cache un peu. De toute façon il y a les arbres, on s'en fout. On s'en fout des arbres. Est-ce qu'on peut choisir ce qu'on veut mettre dessus? Ça c'est une bonne question, j'en ai absolument aucune idée. Bon, je sais pas, je regarderai pour une autre fois. Voilà, mais en tout cas, hop, il y a un panneau d'information. Tac, puis les gens peuvent venir les voir par en haut. Ok, et ben... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un tas de merde. Alors... On va nettoyer l'enclos, quand même. Alors, normalement, il faut cliquer. Bon, je regarde, c'est pas grave. Alors, juste avant de finir, donc voilà, là, on a notre enclos, il est beau. Mais il y a un skin qu'on n'a pas utilisé. Et il s'avère que, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait possiblement des Celophysis trouvés à un autre endroit. Je vais vous montrer ça. Ok, donc quand on va sur le Wikipédia de Celophysis, donc on voit qu'il y a l'espèce Bori, donc c'est celle qu'on a mis dans le parc là, et on voit qu'il y en a une autre aussi, Rhodesiensis. Alors en fait, Rhodesiensis, c'est à la base, c'est ce qu'on appelait Saint-Tarsus. Voilà, ici, moi quand j'étais gamin, je me souviens, Saint-Tarsus, souvent il était dans les livres. Ensuite, c'est passé d'un autre genre qu'on appelle le Megapnosaurus. Et en fait, il s'avère aujourd'hui que les deux, ça serait juste un synonyme junior de Celophysis. Donc en fait, ça serait Celophysis rhodesiensis. Et bah, du coup, le Celophysis rhodesiensis, une nouvelle espèce, c'est pas du tout le même site. C'est pas la formation de Shinley, c'est un autre endroit.
Donc éventuellement, le skin qui nous reste, et ben, dans la prochaine vidéo de Let's Play, si ça vous a plu et que vous en voulez un autre épisode, quoi, et ben on pourrait faire l'espèce suivante de Celophysis. On pourrait faire le Celophysis rhodesiensis. Et quand on va sur Fossilworks, qu'est-ce qu'on voit? Hop, Celophysis. Il y en a qui ont été trouvés, du coup, aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud. Et si je dis pas de bêtises, Megapnosaurus, il a été trouvé là-bas. Alors, vérifions ça. On va passer sur le Wikipédia anglais. Alors eux par contre, c'est le tout début du Jurassique. Voilà, c'est en Afrique. Donc ce que je vous propose, si vous voulez, dans le prochain épisode, c'est de faire l'espèce rhodesiensis du Celophysis justement, et de créer un nouveau biome qui sera le biome du Jurassique inférieur d'Afrique. Ce let's play touche à sa fin. Hop. Ah, on va finir en le regardant. Il est de toute beauté. Oups là. Ce let's play touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu. Moi c'est la première fois que j'en fais un, donc je ne saurais pas dire si je suis bon ou pas là-dedans. J'essaye de dire des trucs qui sont intéressants pour ces petites bestioles, voilà, de les mettre en valeur et d'utiliser ce jeu comme un outil pédagogique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si oui ou non c'est le cas. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce rouge si c'est pas le cas. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un let's play, peut-être autre chose. Je vous dis à la prochaine. Salut.